bienvenue pour ce premier journal de l'année. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente année 2018. Et pour commencer, pourquoi pas compléter votre liste de bonnes résolutions avec le sommaire de ce 11 janvier. Lecture, sport ou nouvelle carrière professionnelle avec la police, à vous de choisir. On commence par la première. Lire n'a pas de prix, c'est le slogan des 3 bibliothèques de Nyon, Gland et Rolle. Désormais, depuis le 1er janvier, vous pouvez vous inscrire gratuitement grâce à un seul et unique pass. Il s'appelle Renouveau Explication. C'est la gratuité pour tous dans les bibliothèques de Rolle, Nyon et Gland. Une volonté d'ouvrir à tout un chacun de cette bibliothèque. Pour nous, c'est vraiment un moment assez incroyable parce qu'on attend ça depuis longtemps et on ne pensait pas forcément que ce serait aussi rapide et que les politiques nous suivraient. Et c'est vraiment un moment magique. Pourquoi cette décision politique finalement intervient maintenant? D'une part sous l'impulsion de nos bibliothécaires qui nous ont attiré l'attention sur le fait que les petites barrières administratives finalement devenaient un petit peu compliquées. Aussi parce qu'il y a d'une manière générale l'UNESCO qui s'est aussi prononcé par rapport à ça en demandant l'universalité de la gratuité dans les bibliothèques comme lieu de culture, lieu d'échange, lieu d'apprentissage. Pourquoi c'est important cette gratuité? La culture devrait être gratuite pour tous, en tout temps et pas seulement quand on est jeune, mineur et qu'on va à l'école où on a un accès gratuit aux bibliothèques, mais que finalement ça nous suive toute notre vie. On espère qu'on aura encore plus de public, même si actuellement ça marche déjà très très bien, et que les gens qui viennent une fois par semaine ou une fois par mois ou seulement une fois par année, qui puissent venir vraiment librement sans se demander s'ils vont rentabiliser une cotisation qu'ils doivent payer la première fois qu'ils viennent. Conseil de bibliothécaire, quel est le livre que vous recommandez pour cette année 2018? Alors, un de mes auteurs préférés est Fred Vargas et son tout dernier titre qui est sorti l'année passée, c'est Quand sort la recluse. Je vous le conseille vraiment, c'est des moments incroyables pour ceux qui aiment le policier. Pour les enfants et les familles, je recommande un livre, un album illustré dont le titre est Cornebidouille, édité par l'École des loisirs pour tous des 3-4 ans. Culotté de Pénélope Bagieux qui décrit des destins de femmes et donc pour 2018, ayons des destins exceptionnels. La tempête Eleanor a inondé la côte la semaine dernière. Les pluies ont provoqué le débordement de plusieurs cours d'eau. Le bilan de ces intempéries avec Frédéric Perret, capitaine remplaçant du SDIS Nyon-Dole. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors quel est le bilan de ces interventions ? Alors, le bilan, c'est qu'effectivement, si nous avons été relativement épargnés le mercredi avec la première partie de la tempête, le jeudi, on a été sollicité dès le milieu de matinée, puisqu'au total, dans cette tempête, on a intervenu 35 fois, dont 2 débordements de rivière sur l'ensemble du SDIS Nyon-Dole. 35 interventions plus ou moins. Pourtant, vous avez quand même été surpris, même si vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez été environ préparé à cette situation. Qu'est-ce qui était surprenant dans cette situation ? Ce qui était surprenant, c'est la rapidité auquel les rivières sont rentrées en crue, respectivement en débordement. Nous avions déjà pris des mesures tôt le matin, puisque nous avons des informations de Météo Suisse qui nous sont arrivées, comme quoi Saint-Sergue et Sainte-Croix étaient des endroits qui étaient avec des précipitations importantes. Nous avons dans un deuxième temps mis en surveillance les rivières dès le matin pour voir un peu la problématique auxquelles on devrait faire face. On a également fait une demande au canton pour avoir des barrages, ces boudins qu'on a vus qui ont été engagés sur l'Arras. Cette requête a été rapidement acceptée et ces barrages ont été mis à disposition du SDIS Nyon-Dole. Et puis nous avons activé rapidement notre PC d'engagement à la caserne, PC qui permet de centraliser les demandes de secours, puisque dans cette situation d'événement multiple, la CTA va nous envoyer par mail ou par fax les interventions. Et c'est notre PC avec un officier de conduite qui va décider quel endroit on engage avec les moyens nécessaires, type véhicule ou matériel, et les effectifs. Donc tout est coordonné, réglé à l'avance, si je puis dire. Alors dans des situations à événements multiples, effectivement, tout est coordonné, tout est centralisé à la caserne, ce qui nous permet également de répondre à d'autres demandes de secours qui seraient plus importantes, telles qu'un accident de circulation ou un événement au feu. Et puis, vous avez dit 20 minutes pour arriver sur place. Pendant ces 20 minutes, on imagine que du côté de l'AS, les bénévoles du Paléo, eux, ils étaient déjà les mains à la pâte. Est-ce que ça vous aide ou ça vous pose souci que les gens y aillent d'eux-mêmes, qui prennent l'initiative justement d'y aller? Toute action du citoyen dans un événement inondation est que bénéfique. Effectivement, dans la situation de l'AS, il y a eu une intervention du personnel de Paléo
qui était dans un premier temps efficace, mais au moment où la rivière a débordé, effectivement, les sacs de protection que vous avez mis se sont levés, puisqu'on s'est retrouvé au plus fort de la crue avec 1 mètre d'eau à la hauteur du bâtiment, ce qui nous a passablement posé de problème. Donc comment on explique ces débordements de fortes pluies? Alors, les débordements, c'est dû à plusieurs critères. Le premier critère, c'est les quantités d'eau qui sont tombées sur le Jura. Le deuxième problème, c'est la présence de neige. Le troisième problème qu'on avait, c'est la saturation des terrains agricoles, éventuellement aussi la saturation des canalisations d'eau claire. Et puis tous ces effets ont fait que l'eau, comme on est sur un bassin versant, se sont retrouvés rapidement dans nos rivières et qu'une montée rapide, puisqu'on a vu sur des relevés qu'on était vers 7 heures à 12 mètres cubes secondes sur certaines rivières et on est monté à 30 mètres cubes secondes aux environs de midi. Ce qui vous a vous-même surpris, c'était un cas exceptionnel? C'était un cas exceptionnel, effectivement. Rarement on a pu voir en 20 minutes un débordement de rivière aussi important, que ce soit le Boiron ou l'As. Et puis du côté du SDIS, Gland-Serine, ils ont eu les mêmes problèmes avec la promo 12. On a expliqué les causes de ces débordements. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir en disant que justement c'était peut-être les coupes d'arbres qui avaient eu une conséquence dans ces débordements. Non, alors aucune conséquence sur les débordements. Premièrement, puisqu'il n'y a eu que des coupes d'arbres, il n'y a pas eu de déracinement ou d'enlèvement des souches. Et puis, je pense que nous, à l'As, ce qui nous a été bénéfique, c'est que la rivière était propre. La crainte qu'on a abandonnée, c'est qu'on ait des branches et des troncs qui viennent se coincer sous les ponts et qui fassent déborder encore plus la rivière. Donc ces coupes ont plutôt été bénéfiques? Elles ont été bénéfiques, elles n'ont aucune influence sur cet événement-là. Les dégâts constatés? Alors, les dégâts constatés, c'est que des dégâts matériels. Nous, de notre côté, on n'a pas eu d'évacuation à faire d'habitants, on n'a pas eu de blessés. Au niveau des dégâts, c'est vraiment des dégâts minimes matériels par rapport à l'ampleur de l'événement. Personnellement, comment vous vivez ce genre d'intervention? C'est des interventions plutôt faciles, qu'on aime bien? Alors, ce n'est pas qu'on aime bien parce qu'on a quand même des citoyens qui sont en détresse. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez vu des pompiers qui te sourient. Effectivement, qu'une fois que la période de stress est passée par rapport à l'intervention de base, effectivement, on a aussi le sourire de la qualité du travail qui a été effectué. Et puis, effectivement, le monde se relâche un peu. Frédéric Perret, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. À bientôt. Merci. Les portes à cabines vont prochainement disparaître du site de l'école du centre-ville. Une réorganisation qui verra également la rénovation du bâtiment de l'école primaire d'ici à 6 ans. Les explications du municipal en charge des bâtiments à Nyon, Claude Huldry. Claude Huldry, on apprend donc que la municipalité, la ville de Nyon, a décidé de supprimer ces portes à cabines, ces appendices de l'ancienne école professionnelle commerciale ici à Nyon. Elles vont partir bientôt. Qu'est-ce que ça représentait, ces portes à cabines ? Ils étaient utilisés par l'école de commerce, l'école professionnelle et dernièrement par l'école de musique. Mais celle-ci ayant pris ses quartiers maintenant au couchant, nous n'en avons plus l'utilité. Et puis l'école professionnelle est partie du côté du gymnase. Elle, déjà depuis plus d'une année, effectivement, elle est partie au 16 Ouest dans l'agrandissement. C'est donc la fin d'une anormalité ou d'une solution provisoire. Oui, alors à Nyon, il y a beaucoup de solutions provisoires qui durent, malheureusement, et je pense que la suppression de ces portes à cabines ne fera que des heureux, du moins je l'espère. Claude Huldry, sur cette même place, il y a l'école primaire du centre-ville qui devrait être rénovée dans les prochaines années. Où en est-on ? Alors effectivement, la municipalité va déposer d'ici le mois de juin ou plus tard un préavis pour un appel d'offres de services pour pouvoir choisir les mandataires, architectes, ingénieurs et faire les études pour la rénovation de cette école. Si on imagine un calendrier, qu'est-ce qu'on peut dire d'optimiste ? Donc mois de juin, appel d'offres de services, à peu près une année pour pouvoir venir devant le conseil avec un crédit d'études et encore une année d'études, à peu près 2 ans et demi pour le crédit de réalisation et le premier coup de pioche. Premier coup de pioche, et alors les élèves primaires de cette école du centre-ville vont passer juste à côté, ici, à l'ancienne école professionnelle commerciale, l'un des plus anciens bâtiments de Nyon. Oui, tout à fait. Ils vont venir dans le bâtiment qui est juste à côté de nous. Et si le nombre de classes n'était pas suffisant, peut-être une partie irait à Nyon-Rocher. Une dernière question sur ce plus ancien bâtiment scolaire de Nyon. Aujourd'hui, il est employé notamment par le phare, le conseil régional y est venu, l'école primaire va donc venir durant les travaux de rénovation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce bâtiment ? Alors, pour le moment, la municipalité n'a émis aucun avis. Nous ne nous sommes pas penchés là-dessus. On parle d'un délai de 5 à 6 ans d'ici que l'autre soit rénové, donc nous avons encore le temps.
On accueille à présent Amanda Schwander, habitante de Nyon. La jeune femme souhaite aider les sans-abri. Elle organise ce soir au Mumbai, le 11 janvier, une réunion pour aider ces personnes. Amanda Schwander, merci d'être avec nous. Bonjour. Quel est votre objectif? Alors, mon but, c'est un but non lucratif, donc de bénévole. Et en fait, moi, mon but, ce serait de faire la soupe populaire à Nyon, parce que je trouve qu'il y en a besoin. Parce qu'ils sont plus d'une quinzaine à Nyon. Et aussi ouvrir un local déjà existant, si quelqu'un peut nous aider, pour qu'ils aient un peu de chaud, parce qu'en ce moment, on les un peu éjecte de la gare. Vous avez eu une discussion ce matin avec Stéphanie Schmutz, municipale en charge de l'enfance, du logement et de la cohésion sociale. Comment ça s'est passé? Quel retour vous en faites? Très bien. Alors, j'ai son soutien. Je vais être connectée avec une collègue à elle. Et en fait, le but, c'est peut-être plus de travailler avec la commune, si elle est d'accord. Parce qu'apparemment, il y a quand même un souci au niveau de la gare, parce que ça dérange les CFF. Et souvent, on les chasse. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la société par rapport à ces sans-abri? Je trouve qu'on essaie un peu, excusez-moi du terme, cacher la merde au chat. Je trouve qu'on essaie de faire comme si tout va bien, alors qu'il y en a de plus en plus, il y a une affluence. Et je trouve qu'il y a moyen de les aider. Moi, j'ai une équipe d'une dizaine de bénévoles qui sont capables de les aider. Donc, on ne demande pas d'argent, ce n'est pas le but. Le but, en fait, c'est de fournir de l'alimentation, des habits et peut-être des chaussures et peut-être un local pour qu'ils puissent mettre leurs affaires. Concrètement, vous, sur le terrain, vous êtes en contact avec ces personnes. Ça s'est fait assez naturellement, je crois. Alors peut-être un chiffre, avec combien de personnes vous êtes en contact dans la région qui vivent actuellement dehors, dans la rue? Alors une dizaine de personnes. Et ce contact, comment est-ce que vous l'avez créé? Alors en fait, c'était tout bêtement à la gare. Mais il y a déjà un jeune homme qui m'a abordée. Et ensuite, petit à petit, on a tissé des liens. En fait, quelque part, ils ont pris confiance en moi. Donc, je le sers un peu de médiatrice. Et en même temps, c'est vrai que des fois, il y a la fierté, la dignité. Et c'est vrai que des fois, ils sont un peu méfiants. Mais quelque part, j'ai appris à les connaître. Je connais leur parcours de vie. Et voilà. Vous n'avez pas peur justement aujourd'hui de perdre ce lien maintenant que les choses commencent à se mettre un petit peu en place, à se schématiser, à passer par du politique, à perdre ce lien justement avec ce lien que vous avez noué avec ces gens-là? Alors apparemment, une des personnes de la troupe, de l'équipe, se porte-parole. Donc elle est d'accord de m'aider. Et en fait, non, pas forcément. Au début, ça a été un peu rejeté parce qu'ils ne comprenaient pas le but que je faisais. Mais maintenant, ça commence à s'instaurer. Ils comprennent que c'est pour les aider. Donc, il y en a qui acceptent, il y en a qui partent, il y en a qui sont fiers et tout. Mais du coup... Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ces gens-là, ils n'ont pas envie d'être aidés parfois? Alors, s'ils n'ont pas envie d'être aidés, oui, je peux comprendre. Parce que, comme je vous dis, il y a une certaine fierté, et puis il y a un certain honneur, et il y a une certaine honte aussi, parce qu'ils sont jugés. Quelque part, on les juge aussi... Comme je dis, ce n'est pas des chiens errants, c'est des personnes, c'est des humains. Ils ont subi une vie, ils ont eu un travail. D'ailleurs, je peux m'en référer à la chanson « Un jour, j'étais comme vous ». Et voilà, ils ont eu un parcours de vie. Et je pense que c'est important de sensibiliser la population à ce qui se passe. Et aujourd'hui, Amanda Schwander, vos solutions, vos propositions, c'est lesquelles concrètement? Alors, ma proposition, c'est la soupe populaire. Donc, je cherche un local. Je cherche un endroit où proposer la soupe populaire déjà. Et le but, c'est que justement cet endroit soit visible, que tout le monde puisse voir. Parce qu'il ne faut pas que ce soit caché, parce qu'il ne faut pas cacher les choses. Il y a de la misère à Nyon. On n'en prend pas compte, mais il y a de la misère à Nyon. Et moi, je trouve que trouver un endroit, voilà, on leur sert la soupe. Moi, ce serait 1 heure, 1 heure et demie pour leur donner à manger. Tous les jours, 1 heure et demie. Voilà, tous les soirs. Il y aurait une équipe de 4. Et en fait, il y aura un tournus.
parce que les gens travaillent, les bénévoles travaillent, ils ont leur vie, tout. Donc ce serait un tournus. Et en fait, leur proposer à manger, ça peut être des quiches, ça peut être des soupes, ça peut être des sandwichs, mais quelque chose pour qu'ils puissent se restaurer, parce que là, ils n'ont rien à manger. Il y en a qui sont malades. Et voilà, moi j'ai une bénévole là encore qui est allée leur donner des médicaments l'autre jour, qui a soigné l'un d'entre eux. Il y a un bénévole qui m'a donné un sac d'habits pour eux. Ils ont pu choisir des vestes parce qu'ils n'ont même pas de vestes. Ils n'ont même pas des pulls adéquats à la météo qu'il y a actuellement. Et en fait, là, moi je propose la soupe populaire. Et après, de trouver un local pour pouvoir, en fait, qu'ils puissent dormir. Parce qu'actuellement, à la gare, ils sont chassés. On leur laisse même pas... Ils réclament que le radiateur. On leur laisse pas le radiateur. Eux, ils veulent juste ça. Ils sont organisés, ils ont leur sac de couchage, ils se débrouillent. Juste un endroit où dormir au chaud. Amanda Schonder, merci. Le message est passé. Donc, si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à prendre contact avec vous. Un numéro de téléphone, peut-être ? Oui, le mien, je donne. 079 259 96 43. Merci Amanda Schonder et puis bonne chance à vous. Merci. Dès le 1er février, il sera interdit de fumer dans les cigares de Suisse. À Nyon, durant les phases tests lancées par les CFF, les bâtiments, le passage souterrain, les quais et la terrasse du buffet de la gare sont désormais des zones non-fumeurs. On a pris vos réactions. Dès le 1er février, il sera interdit de fumer dans le périmètre de la gare de Nyon, notamment sur les quais. Vous en pensez quoi ? Je me suis arrêtée de fumer il y a des années et des fois ça dérange un petit peu, mais en tout cas c'est en plein air, donc c'est un peu bizarre que ce soit interdit. C'est un peu du plein air, c'est un peu de l'espace de vie, je pense pas que ce soit nécessaire d'interdire, mais voilà. Vous êtes fumeuse, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça sert à rien, enfin ça change quoi ? Juste à la gare. Vous pensez que la société devient trop stricte ou bien il faut laisser un peu plus de liberté ou bien c'est bien d'avoir des règles de ce genre-là ? Le problème, c'est que les règles, ça pose problème, mais après, le problème, c'est la civilité des gens aussi qui ne montrent pas l'exemple. Je pense que l'exemple se perd de plus en plus aussi. Moi, je trouve que c'est compréhensible. Enfin, si j'étais quelqu'un qui fumait pas, j'aimerais pas me recevoir toute la fumée dans la tête quand je attends mon train, quoi. Du coup, c'est compréhensible. Quand vous êtes sur le quai, vous êtes importuné par les cigarettes ? C'est clair. Les gens, ils se soucient pas des non-fumeurs. Puis en plus, ils jettent les cigarettes n'importe où. C'est une mesure test qui est menée dans 6 villes suisses. En tout, vous en pensez quoi ? Je sais pas quoi vous dire. Vous pensez que c'est une atteinte aux libertés ? Quand on fume pas puis on s'en prend plein la gueule parce qu'il y a des gens qui allument une cigarette, il y a une nuage de fumée, je crois que c'est que du bien en fait. C'est bien de bannir la cigarette des lieux publics. C'est bien en tout cas de sensibiliser, d'éduquer, d'amener à réfléchir, parce que c'est quand même une drogue dure, pardon, mais on a tous des personnes qui en décèdent. Voilà, en particulier en direction des plus jeunes. Enfin, il me semble que c'est important de faire réfléchir. Voilà. Vive les CFF. Oh, oui, parce que comme je prends souvent le train, j'en ai besoin. Merci monsieur. Oui, au revoir. Au revoir. Place à la police, et on commence avec un fait divers. Ce lundi en fin d'après-midi, un habitant de Nyon s'est retranché dans sa villa pour tenter de mettre fin à ses jours. Nos images. Lundi après-midi, à Nyon, à l'intersection de la route de Clémenty et de l'avenue Reverdil, un homme de 44 ans s'est retranché dans sa villa pour tenter de mettre fin à ses jours avec une arme à feu. La police Nyon Région, la gendarmerie et le DAR se sont immédiatement dépêchés sur place. L'homme, blessé, a fini par se rendre aux autorités et a été héliporté au HUG de Genève. Je vous le disais en titre, la police cantonale et communale recrute. Depuis ce lundi 8 janvier, la campagne de recrutement est lancée pour l'école d'aspirants 2019-2020. On en parle avec le commandant Olivier Rochat de Police Nyon Région. Bienvenue, commandant. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors, on va commencer avec votre parcours professionnel. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans la police ? Oh, c'était déjà lointain, ça. Écoutez, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'était par un apprentissage qui n'existe plus actuellement.
J'ai fait 3 ans d'apprentissage. Ensuite, j'ai suivi l'école de la filière normale, c'est-à-dire police-secours, pendant quelques années. Ensuite, je suis parti au groupe motocycliste. Ensuite, je suis revenu à la police-secours. Ensuite, j'ai fait de la prévention routière, de l'enseignement dans les écoles. Ensuite de ça, je me suis destiné au poste d'officier. Donc, j'ai dû me préparer par rapport à ça durant 6 mois. Et puis après, j'ai exercé à la police judiciaire durant 1 année par rapport à ma formation. Ensuite, j'ai fonctionné comme chef de section à police secours durant une dizaine d'années. J'ai travaillé ensuite à la réforme, l'état-major de la réforme, suite à la réforme de police coordonnée. Et puis ensuite, depuis maintenant 5 ans, je suis commandant de la police Nyon Région. On vous voit sillonner les rues de Nyon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre métier ? Alors, ce qui plaît le plus, c'est la variété. En fait, ce qui doit attirer les jeunes maintenant, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Où tous les jours, on a des choses différentes qui se passent. On commence la journée, on a des buts et on ne sait pas ce qui va se passer. Cette variété, elle est motivante. Et puis, c'est l'envie aussi de servir quand même le citoyen. Il y a un côté très social qu'il n'y avait pas par le passé, où maintenant on a beaucoup plus de missions qui sont à caractère social, où on aide les gens, où on doit dialoguer, on doit négocier, comme c'était le cas avant dans l'émission, dans le reportage précédent que vous avez présenté. Donc ça a beaucoup évolué et ça c'est une partie justement qui est agréable du métier. Après les côtés négatifs, ça peut être aussi les réseaux sociaux où on critique sans forcément que ce soit la vérité. C'est travestir souvent la vérité. C'est-à-dire que le regard des gens par rapport à la police est toujours difficile, critique. Disons que le regard est très critique. Je dis toujours, j'ai pour devise de dire il y a 10% des gens qui détestent la police. On peut faire ce qu'on veut, ils la détestent. Il y a 10% qui adorent la police, parce qu'il y a des gens qui adorent la police. Et puis il y a 80%, je me mets dans ce 80%, qui, tant qu'ils n'ont pas affaire à la police, ils sont satisfaits, ils sont contents de leur police, ils apprécient qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Puis quand ils ont affaire à la police, ils apprécient beaucoup moins. Voilà. Et puis à la maison, vous posez peut-être la question, mais que fait la police ? Vous aurez peut-être la réponse en images avec cette campagne. 202, bien compris, on se rend sur les lieux avec les moyens prioritaires. Alors, actuellement, combien de personnes est-ce que vous êtes susceptibles d'engager ? Alors, c'est difficile à dire, ça fluctue. On engage entre 2 et 5 personnes par année, ça dépend des départs un petit peu. On a 80 collaborateurs environ, donc ça veut dire qu'on engage entre 2 et 5, ça dépend des volets. Là, actuellement, on en a 3 qui sont à l'école, et il y en a 2 qui vont commencer au mois d'avril. Donc voilà, c'est environ entre 2 et 5. Le profil type ? Le profil type, donc déjà, il faut avoir un CFC ou avoir suivi une formation de 13 ans, donc une formation supérieure, additionnée à la formation scolaire. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, ça c'est quand même un principe. Et puis le profil, c'est déjà d'avoir l'envie, certaines valeurs à défendre, c'est-à-dire l'honnêteté, bien sûr, le respect, la bienveillance. Comme je l'ai dit, c'est un métier à caractère social, ça l'est devenu beaucoup plus. Donc il faut avoir toutes ces valeurs à défendre pour pouvoir rentrer dans la police. Puis après, il y a des conditions qui sont plus techniques du genre, normalement, il faut avoir 1m70, il faut mesurer 1m70 maximum, maximum 32 ans, mais après là, ça se discute toujours, quoi. On a aussi cette image de la police, enfin on voit plusieurs choses dans les films, dans les séries télé. Qu'est-ce que vous voyez qui est complètement faux et qu'on voit à chaque fois peut-être dans ce genre de cas ? Il n'y a pas grand-chose en fait qui est juste. C'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux. Non, ce qu'on voit beaucoup qui est faux, c'est les voitures qui explosent. Moi, j'ai vu des voitures totalement brûlées. Il n'y en a jamais une seule qui a explosé. Si vous regardez un film d'action, la voiture, elle est à peine brûlée. Les gens sautent parce que la voiture, elle explose. Ça ne se produit pas, ça. Non, je n'ai jamais vu une voiture exploser. Puis j'en ai vu brûler, je pense, une 50aine. Et puis une autre question qui est peut-être un peu plus politique, mais on va y aller quand même. Aujourd'hui, une des conditions, c'est qu'il faut être suisse. Vous avez dit qu'il y a eu une évolution dans le métier, plus de proximité avec les gens. Est-ce que justement, ça aiderait pas un peu plus le fait qu'il y ait de la police qui soit suisse, mais aussi d'une autre nationalité, à votre avis ?
Alors bien sûr, mais on est déjà dans une mixité. Déjà, il faut parler de la mixité homme-femme, où là, on engage davantage de femmes que par le passé. Et puis, on engage aussi des gens qui sont certes suisses, mais qui sont d'une origine étrangère. Hein. On a beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère à la base. Maintenant, d'ouvrir le métier à des personnes étrangères, pourquoi pas? Je n'y suis pas opposé. C'est vrai que ça pourrait engager sur la mixité. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Olivier Rochat, donc si on veut s'inscrire en tout cas pour devenir policier, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors on va soit sur le site qui était mis sur l'image avant, polcom-vd.ch, ou alors on va sur le site de la police Nyon Région, police-nyon-région.ch. Olivier Rochat, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. La neige a fait des heureux sur les pistes pendant ces vacances, l'occasion de faire le bilan à mi-saison. Jean-Sébastien Lacroix, bonjour. Bonjour à vous et bienvenue au pied du télésiège des DAP à la Dôle. Voilà, on est dans le massif de la Dôle. Vous êtes le président de la Sogestar qui a repris l'exploitation côté suisse du massif de la Dôle. Vous occupez notamment des rousses. Et là, on le voit, la neige est au rendez-vous. J'imagine que vous avez le sourire. Ah bah là, par rapport aux 3 hivers précédents, on est hyper gâtés et c'est vrai qu'on a de la neige qui arrive en abondance très tôt. On a pu ouvrir une semaine en avance. Et malgré les gros coups de pluie qu'on a eus, vous voyez, les conditions sont encore extraordinaires et la neige est toujours au rendez-vous. Il y a combien de neige au sol? Oh bah là, au pied, ça dépend des secteurs. On a facilement encore 1 mètre de neige au pied de la Dôle. Et plus on monte, et plus il y en a. Bon, le sommet est un peu décoiffé à cause du vent, mais non, les conditions sont extraordinaires. Le vent au sommet de la Dôle, c'est un grand classique. La fréquentation a été bonne, même excellente pendant le Nouvel An, avec 100% de taux de fréquentation. Bah, à vrai dire, ces vacances ont vraiment bien démarré. Après, il y a eu quelques jours de difficultés à cause de la météo, mais les jours où les conditions étaient bonnes, on a vraiment eu une très forte fréquentation et c'est très positif. Alors on est à mi-saison, mais il reste encore le gros morceau, c'est-à-dire les vacances de février avec les vacances françaises d'un côté, les vacances suisses de l'autre. On est parti pour 4 semaines de remplissage. A priori, ça devrait vraiment bien se passer. Là, il annonce un petit peu de neige, il annonce du froid, donc les conditions vont être optimum. Et voilà, tous les clients pourront vraiment venir skier sur la station à la Dôle, sur la station des Rousses. Les conditions sont vraiment bonnes, donc j'invite tout le monde à venir skier sur notre massif. On sait que les communes avaient quelques craintes à reprendre l'exploitation de ce massif. La question se posait, faut-il arrêter ou pas? La présence de la neige là, confirme que votre pari est en passe d'être réussi. Alors c'est vrai que nous, on est très positifs, on pense vraiment, on croit encore à la neige et on se dit que les 3 hivers qui viennent de passer sont plutôt des mauvais hivers, des aléas climatiques, on dira. Cependant, nous, on y croit encore et on a quand même fait des prospectives sur 20-25 ans en faisant des analyses météo et voilà, on nous annonce encore des hivers pendant encore de belles années. Puis les mésaventures que connaissent les stations de haute altitude, on voit des stations bloquées par la neige, des stations fermées. Est-ce que ça vous permet de tirer votre épingle du jeu ? C'est clair que nous, on a un massif qui nous permet de skier un peu dans toutes les conditions. On n'a pas de risque d'avalanche, on n'a pas de très grosses chutes de neige non plus qui bloquent vraiment tous les accès. Donc voilà, c'est des massifs qui sont agréables et qui sont relativement sécurisés. On a dû fermer une demi-journée à cause du vent, mais par rapport aux stations d'altitude, c'est clair que pour nous, c'est un avantage pour l'instant. La saison se termine aux alentours du 1er avril, c'est ça ? C'est ça, l'hiver doit se terminer début avril, donc après selon les conditions, on verra le jour exact de fermeture, mais on est parti jusqu'en avril. C'est parfait, on attend encore les investissements, notamment cette zone d'accueil ici, Orsac, un nouveau télésiège, et puis à partir de là, la machine sera lancée. Ouais, effectivement, pour l'instant, on est bien dans le timing pour que tout soit prêt pour l'hiver prochain. On est en phase de consultation des entreprises, donc tout roule. Donc le parking sera fait pour l'année prochaine. Le bâtiment d'accueil sera fait pour l'hiver d'après. Et puis le télésiège, premier coup de pioche? Premier coup de pioche dès le printemps. C'est parfait. Jean-Sébastien Lacroix, on vous souhaite une pleine réussite, une belle saison blanche. On vous remercie de nous avoir accueillis ici, au pied des DAP de la Dôle. Merci à vous, c'était un grand plaisir et venez vite faire du ski sur le massif de la Dôle. Voilà, le message est lancé. C'est connu, les bonnes résolutions engraissent les fitness. Rodolphe Fener est allé à la rencontre des amateurs de fitness et de crossfit. Il vous donne quelques conseils pour bien entamer cette nouvelle année. Dans un système
où la consommation, il y a beaucoup de malbouffe, etc. Donc on doit faire du sport, donc on va dire que le fitness c'est la facilité, on rencontre des gens, c'est sympa, il y a des cours collectifs. Donc moi je pense que c'est le système de facilité pour retrouver le santé, le bien-être et puis surtout avoir confiance en soi pour avoir un bon mental, on va dire. Alors les premiers exercices généralement c'est j'aimerais perdre mon ventre, mais c'est pas forcément évident, donc ils veulent faire des abdos tout de suite. Mais généralement plus on fait d'abdos, plus on prend du ventre parce qu'on va gonfler les muscles justement qu'il y a à l'intérieur. Donc il faudrait plus faire un peu de cardio pour travailler un peu le cœur et puis après des renforcements au niveau du dos pour avoir une belle posture, puis au niveau des jambes pour avoir un bon renforcement au niveau des genoux et des hanches. C'est vrai que beaucoup de gens veulent perdre plutôt du poids. Donc on essaie de leur rendre attentif que ça va se faire de toute façon. Donc de fait de commencer à bouger, ça permet d'accélérer le métabolisme, de commencer à aller vers la bonne direction. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours la nutrition qui rentre en compte. Donc on est obligé de renseigner les gens par rapport à ça également, c'est très important aussi. Alors c'est vrai qu'on recommande 2-3 fois par semaine. Si on pratique une autre activité en extérieur par exemple, on va dire 2 fois en moyenne. Plus, c'est bien. Mais commencer toujours raisonnablement. Quelque chose qu'on peut faire facilement, qui rentre dans notre organisation de la semaine avec les enfants, le travail, c'est toujours difficile. Donc commencez pas trop fort, peut-être 1-2 fois par semaine pour commencer. Et après on augmente régulièrement, un petit peu plus, 3 fois, c'est une bonne moyenne. Le fitness en tant que tel n'a pas une importance extraordinaire. Pour moi c'est un complément pour le sport que je fais à côté. Donc ça vient m'apporter du renforcement musculaire pour pouvoir m'épanouir dans les autres disciplines que je pratique. Le fitness, c'est tous les 2 jours quand le travail me le permet. Ça fait le plus grand bien et j'apprécie de le faire ça 2-3 fois par semaine pour un peu se rafraîchir la tête et se fortifier un tout petit peu. Faites attention à ce que vous mangez, on va dire que c'est 60% du résultat. Faites-vous plaisir, 1 repas par semaine. Venez au sport, on va dire 3 fois, si vous faites 3 fois 1 heure par semaine, c'est déjà très très bien. Ils étaient 12 et ils ne sont désormais plus que 5 à pouvoir prétendre au titre de personnalité de la Côte 2017. Le rédacteur en chef de la Côte, Michel Jotran, vous dévoile le nom des 5 finalistes. Michel Jotran, rédacteur en chef du quotidien La Côte, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du prix de la personnalité du quotidien La Côte. On arrive dans les phases finales, ils ne sont plus que 5 sur votre shortlist. Oui, alors effectivement, donc pour la personnalité de La Côte 2017, les votes ont été clos juste avant Noël et on a maintenant le résultat et on part pour le 2e tour. Alors les 5 premiers arrivés, c'est donc sans trop de surprise le prix Nobel Jacques Dubochet qui arrive en tête, devant Léa Sprunger, qu'on ne présente plus, l'athlète de Gingin, suivi de Sofia Yokohama, une jeune qui a été championne suisse d'escalade, elle est de roll. Et puis on a Petar Mitrovic, 4e, qui est un photographe de Montrichet, qui fait le tour du monde en prenant des portraits de gens avec un peu une vision pour la paix, en leur demandant en fait, il demande à chacun de ces modèles d'écrire un mot pour la paix sur leur front. Il a d'ailleurs fait une campagne assez remarquée en Palestine récemment. Et puis le couple, si j'ose dire, qui arrive 5e, c'est Raphaël Favre et Francisco Agulo qui ont participé à l'épopée du Breitling, cet avion de 70 ans qui a fait le tour du monde. C'était cet été, un très bel avion, un défi assez impressionnant qu'ils ont réalisé dans une équipe de 8, sauf erreur, mais les 2 sont de la région. 5 personnalités, vos lecteurs ont le choix pour voter via les réseaux sociaux, Internet et le quotidien papier. Oui, alors comme pour le premier tour, là on remet les compteurs à 0. Comme pour le premier tour, les gens peuvent voter comme vous le dites, par Internet, par téléphone aussi. Il y a une possibilité par SMS et puis évidemment en découpant le coupon qui se trouve dans le journal. Ouais. Alors est-ce que c'est pas déséquilibré? On pense notamment aux jeunes et aux réseaux sociaux. Ils ont accès très facilement, ils sont très mobiles, très équipés. Est-ce que ces réseaux qui peuvent développer par eux-mêmes déséquilibrent pas le vote final? Je pense que les résultats du jour montrent que, avec M. Dubochet en tête, montrent que c'est pas forcément un petit jeune qui a un réseau de copains sur Facebook qui a pu faire pencher la balance, mais en l'occurrence, ça c'est bien
Ça, c'est bien équilibré. Et puis cette année, on a décidé de décerner le prix de la rédaction pour justement peut-être avoir un regard aussi un peu différent, si par hasard. Mais en l'occurrence, ça reste le vote de nos lecteurs. C'est une formule qu'on défend. On a juste ajouté ce prix de la rédaction pour avoir aussi notre mot à dire, je dirais. Et comme chaque année, ce prix sera remis à l'occasion d'une grande soirée. Oui, alors c'est une soirée publique et gratuite qui se déroulera le 15 février à l'usine à gaz. Donc venez nombreux, hein, c'est absolument gratuit, ouvert à tout le monde. Il y aura quelques animations, c'est généralement une soirée sympathique et c'est là qu'on dévoilera le nom du ou de la lauréate. Et je rappelle que les votes sont ouverts, vous pouvez voter via SMS, le site internet ou l'édition papier du quotidien La Côte. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À suivre le débat avec Rodolphe Henner consacré au futur de l'aéroport. NRTV fait sa culture avec une émission spéciale consacrée à la danse. Et du côté du sport, une spéciale sport d'hiver est sur la ligne de départ en plateau. Joël Brunner, bonne chance à lui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.